On enchaîne maintenant avec la partie sur le volcanisme et les séismes, puisque c'est un petit peu le but, en fait, la finalité, l'objectif du cours, de voir où cela nous mène, l'évolution de la théorie de la tectonique des plaques. Cela nous mène, nous l'avons vu plusieurs fois, nous l'avons dit également et vous l'avez lu, à la gestion des catastrophes naturelles, à savoir à quoi ça sert de connaître tous ces détails scientifiques. Ça nous sert entre autres à faire de la gestion de catastrophes, à pouvoir prévenir en fait les catastrophes naturelles. Première distinction à apporter, qu'il existe une différence entre le volcanisme et les séismes. Quand on parle de volcanisme, on parle d'explosion, on parle de lave, et il existe une autre famille qui est les séismes, ou si vous préférez un synonyme, les tremblements de terre, qui n'impliquent pas nécessairement une explosion, sortie de lave, etc. Donc, l'action se passe à la limite des plaques. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas des points chauds, par exemple, ou des geysers, ou ce genre de phénomène à l'extérieur de la limite des plaques, mais la majorité de l'action, la majorité du processus, des mouvements se passe à la limite des plaques. C'est là-dessus qu'on doit se concentrer lorsqu'on fait des études pour pouvoir faire de la gestion de catastrophes naturelles et aussi comprendre comment ça fonctionne avec les limites, bien sûr, de la science. La limite principale est celle du moment précis à l'échelle historique humaine, le moment précis des catastrophes. On est incapable de savoir de manière très très précise quel jour, quelle semaine, quel mois il va y avoir des catastrophes. On n'est pas assez précis pour pouvoir provoquer, si vous voulez, une alerte pour que les gens puissent se sauver. Là. Il n'est pas évident de faire évacuer toute cette partie-là des États-Unis en peut-être supposant qu'il va y avoir un tremblement de terre alors qu'on n'en est pas certain. Ça amène des coûts, ça amène beaucoup de logistique, etc. Mais on est capable quand même avec les études et bien sûr avec la base de Wagner, de la théorie de la tectonique des plaques et de la dérive des continents, d'avoir des précisions sur la vitesse des déplacements, sur la force, sur l'intensité, sur la durée. Donc, ça, l'élément qui nous manque, c'est le point de départ, le début. Mais on a de plus en plus de détails avec les outils, avec les études, les différentes disciplines scientifiques. Il y a trois types de limites de plaques. Il y en existe plusieurs. Je les ai rassemblés en trois grandes limites. C'est là où se passe l'action. C'est là où il peut y avoir soit du volcanisme, soit des séismes. Dorsale expansive, et ce que vous devez écrire ici, c'est des fonds océaniques. Donc, on a vu précédemment que au point de départ, on pensait que le fond de l'eau était plat, que le plancher océanique était plat, mais que c'était faux. Il y a un relief et ce qu'on appelle les dorsales expansives, donc de là d'où sort la lave qui est en expansion. Dorsale expansive des fonds océaniques. Exemple, la dorsale médio-atlantique, donc cette même dorsale qui sépare en fait la partie de l'Afrique et de l'Amérique du Sud, de l'autre côté si vous voulez, qui les ont séparés, cette fameuse dorsale, et un lieu où on a du volcanisme actif, donc sortie de lave, entre autres à partir des guyos, donc le long de la dorsale, guyot que nous avons vu dans nos mots de vocabulaire, qui est carrément une cheminée sous-marine volcanique. Ici, le glissement, exemple, l'affaire de San Andreas en Californie, je viens d'en parler, le fameux Big One californien. Autre exemple, l'Inde, on l'a vu lors de notre partie sur la dérive des continents, l'Inde qui a migré à une certaine époque géologique de l'Antarctique, s'est décollé, est allé glisser jusqu'au continent asiatique, a poussé l'Inde, a poussé sur le continent asiatique, a créé un plissement qui a créé la chaîne de montagnes qu'on connaît avec l'Himalaya, bon, l'Everest, le K2, etc., etc. Donc, d'Hispaniola, qu'on l'appelle, qui comprend Haïti et la République dominicaine, ces deux pays différents, se trouve en plein sur l'affaire. La pression est accumulée et avec le temps, cette pression-là finit par céder et créer un tremblement de terre. Ce qui est possible par contre de faire, c'est de limiter les dégâts en faisant de la prévention sur les signes avant-coureurs, les signes précurseurs d'un tremblement, et de savoir à la limite quoi faire lorsque cela arrive, et évidemment. Mais dans le cas du Japon, par exemple, de prévoir au niveau des constructions
de prévoir des constructions qui sont antisismiques, donc des constructions qui sont plus souples, des bâtiments faits en hauteur qui sont moins en béton armé et qui résisteraient peut-être plus, des bâtiments plus souples qui résisteraient. Troisième type de limite de plaque, zone de subduction. Donc, un exemple très connu, les Andes dans la ceinture de feu du Pacifique, deux familles, volcanisme et séisme. Vous voyez ici, on voit la ceinture de feu, limite de plaque ici, avec les différentes, la superposition, si vous voulez, de la ceinture de feu du Pacifique versus les plaques tectoniques et les différentes zones. Vous voyez ici, hein, c'est pas un hasard, on a vu que l'Inde, tantôt, était partie en dérive des continents de l'Antarctique pour aller se coller ici. Vous voyez ici l'Inde, la plaque indienne, on la voit très très bien, donc une espèce de découpage qui se fait comme ceci, etc., etc. Donc, dorsale expansive des fonds océaniques. On a la dorsale médio-atlantique. Donc, c'est ce qui arrive, c'est la création, c'est ce que vous devez écrire, la création de la croûte océanique. Donc, sortie de lave dans le fond de l'eau. Deuxième élément, le glissement. Donc, c'est juste pour vous l'illustrer de façon plus précise. Le glissement de la faille de San Andreas. Il faut imaginer la partie qui est ici, donc avec un bloc qui est ici, et la partie qui est, qui est plus continentale ici. Donc, deux parties qui glissent une par rapport à l'autre. Et bien sûr, ce glissement-là amène des tremblements de terre. Donc, ce que vous devez écrire ici, c'est le glissement. L'exemple ici, c'est un glissement terrestre. L'exemple, l'affaire de San Andreas, l'Inde, Haïti. On est surtout ici dans une zone de séisme et de tremblement de terre. Donc, c'est important de comprendre, en fait, des images qui datent quand même un petit peu. L'affaire de San Andreas, Los Angeles 1993, 94, les ponts qui s'écroulent, etc. Le soulèvement de l'Inde, hein, on voit les années ici, 80 millions d'années, 60 millions d'années, 20 millions d'années et aujourd'hui, donc l'Inde qui va se pousser pour créer un plissement, pour créer la chaîne de montagnes himalayenne. Donc encore une autre image ici, on voit donc très bien que la plaque indienne est carrément, comme toutes les plaques tectoniques d'ailleurs, fait comme une espèce de radeau qui flotte sur un magma qui est chaud. La capitale haïtienne, Port-au-Prince, qui est juste où vous avez l'étoile jaune. On a un glissement du fond marin qui est ici. On a une certaine quantité d'eau qui s'accumule. En fait, une grande quantité d'eau pas qui s'accumule, mais qui s'infiltre à l'intérieur de la planète, à l'intérieur de la Terre. Ce qui fait qu'on a un retrait, ce que vous devez écrire ici, un retrait d'eau rapide et une baisse de l'horizon. Lorsque nous, les humains, on est sur la plage, par exemple sur les côtes de l'Inde, on est sur le bord de la plage, les humains, on voit que l'eau s'en va, donc comme si c'était une vague ou une marée qui s'en allait, mais elle ne revient pas tout de suite. Donc, retrait d'eau rapide, c'est parce qu'il y a une infiltration d'eau importante qui se fait à l'intérieur ici de la planète, parce que les deux parties vont faire comme ça. Ça va faire punk. Et ça va créer une espèce de pop qui va créer une vague, et c'est ce qu'on voit ici. C'est ce qu'on appelle un tsunami, ou si vous préférez, un raz de marée. Donc, une vague qui est importante. Il faut comprendre que ce n'est pas une vague qui est comme une vague de surf, là, ou qui fait seulement une vague qui casse et qu'après ça disparaît. Il s'agit carrément d'un mur d'eau. C'est ce que j'ai indiqué au dernier point. Un retour d'un mur d'eau d'une cinquantaine de mètres de haut, c'est quand même impressionnant, qui va à une vitesse qui peut aller jusqu'à une vitesse maximale de 600 km/h. Le temps de prendre des photos, de regarder qu'est-ce qui se passe, c'est le temps de s'en aller dans les hautes montagnes, de quitter le littoral, de quitter le bord de l'eau le plus rapidement possible. C'est genre d'informations que l'on doit savoir et qui, malheureusement, à cause des niveaux, entre autres, d'éducation à travers la planète, l'information ne circule pas nécessairement bien. Il y a des gens qui sont pas au courant de ce genre de choses. Dépendamment de la topographie, donc du relief qu'on a dans le fond de l'eau, les vagues vont avoir plus ou moins une grande longueur d'onde entre les vagues et plus ou moins une grande vitesse. Et évidemment, ça se calcule. Vous voyez, hein, c'est pas une vague comme une vague de surf qui casse comme ça. C'est un mur d'eau. Notre zone de subduction,
Exemple, les Andes, la chaîne de montagnes des Andes, que je connais bien en Amérique du Sud, en Amérique latine, les Andes dans la ceinture de feu du Pacifique. On se concentre sur la zone de subduction. Donc ici, là où on a le rose gomme ballon, le sens des flèches, on s'occupe seulement de ce côté-ci. On ne s'occupe pas pour l'instant de ce côté-ci. Donc on l'a vu, mouvement de convection qu'on va voir en animation dans un instant, qui fait chaleur, donc qui fait qu'il va y avoir poussée, création ici envers de la croûte océanique à partir de la dorsale ici. Vous voyez ça en bleu, c'est le niveau de l'eau, donc ça se passe sous l'eau. Expansion des fonds océaniques, volcanisme actif, création de la croûte, donc avancée. La croûte avance, océanique avance. Et comme elle est plus lourde, plus dense et plus mince que la croûte continentale, que la partie continentale qui est ici, c'est elle, dans la zone de subduction, qui va s'enfoncer et va revenir vers la zone de chaleur qui est ici. Il va créer un cercle, va refondre, chaleur, revenir, etc., etc. Donc, je répète, l'expansion des fonds océaniques, c'est comme le bas de l'escalier roulant, là où l'escalier sort dans le métro, dans un centre d'achat. Et ici, la zone de subduction, c'est la fin de la chaîne. C'est là où la zone, la croûte océanique va se détruire, la destruction de la croûte pour refondre et revenir. Donc, la zone de, si on n'avait pas de zone de subduction, la croûte océanique ne renfoncerait pas, il n'y aurait pas d'espèce de combat entre la croûte océanique et la croûte continentale. La Terre grossirait sans cesse. On va avoir une brèche qui va se créer, il va y avoir une certaine quantité de lave qui va atteindre la surface, quantité de lave qui, une fois accumulée, par couches superposées, va créer la partie continentale et les montagnes, et ce qu'on connaît aujourd'hui, les continents qu'on connaît aujourd'hui, l'Amérique, l'Afrique, l'Europe, etc. Sous l'eau, la croûte océanique, on le voit ici. Donc, dans la zone de subduction que constitue ici, on le voit très bien, la fosse Pérou-Chili. Donc, la plaque qui est ici est une plaque océanique sous l'eau qui avance à partir de la dorsale. Donc, le magma sort d'ici, elle s'en va dans cette direction-là, donc de gauche vers la droite. Ici, elle se renfonce, elle fond et elle retourne à l'intérieur. Et ici, chaîne de montagne très élevée, donc qui crée un relief. Et d'ailleurs, on a découvert ça parce que c'est possible de dater ici les chaînes de montagne, puisqu'ici on a destruction en zone de subduction de la croûte océanique. On est capable, avec l'accumulation ici et la création des montagnes, de calculer. On a vu dans différentes disciplines que plus on va vers le continent, le milieu du continent, plus les roches sont vieilles. Donc, disons qu'on aurait une ligne qui est ici. Ici, la zone de montagne est très très vieille puisqu'il s'agit de magma qui est accumulé depuis plus longtemps. Plus on s'en va vers le littoral, plus la zone, les montagnes sont jeunes puisqu'on se rapproche en fait de l'accumulation de, de la plongée de la zone de subduction. La fameuse ceinture de feu du Pacifique, je vous le disais tantôt. Donc, voyons, on vient de voir cette zone-là en Amérique du Sud. La plaque ici, tout le pourtour ici est en zone active. Cette zone-là va faire plisser la montagne qui est ici. Plissement, élévation des montagnes. Croûte océanique va plonger, va revenir vers l'intérieur. Brèche et création de la montagne comme telle. Donc, là, c'est la densité qui commande l'ordre de flottaison. Je le disais tantôt, qu'est-ce qui fait qu'en zone de subduction, la croûte océanique va plonger alors que la croûte continentale va rester en place? C'est que la croûte océanique est plus dense, elle est plus lourde et plus mince que la croûte continentale. Le courant de convection qui anime l'expansion des fonds océaniques, l'analogie de l'escalier roulant, regardez, dans le fond de l'eau, le long de la dorsale, la lave sort. Et ça sort de part et d'autre. Oublions ici en zone de subduction, on va plonger et retourner créer la dynamique. Hein? Elle va plonger parce qu'elle s'éloigne de la chaleur. Si la lave, courant de convection, c'est très chaud, au milieu, ça crée une dynamique. Donc la chaleur va être appelée à monter. Hein? Croûte océanique. Et elle va s'éloigner. Plus elle va s'éloigner de la chaleur, elle va devenir plus épaisse, plus lourde, plus dense, va se refroidir, épaissir, replonger ici, revenir dans la chaleur. Oh! Retrouver un élan. Courant de convection, c'est comme ça que la dynamique circulaire se crée.